Bienvenue au Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non, mais... Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine, à Donnacona, de grands projets sont annoncés à l'occasion du 14e déjeuner annuel des gens d'affaires. À Chandler, le programme de récupération en supermarché a permis de récupérer 35 tonnes d'aliments au cours de la dernière année. Le défi Pissenlit, visant à favoriser la pollinisation, revient pour une 4e année. L'Association du cancer de l'Est du Québec vous invite à participer à la loterie qui fait du bien. À Montjoly, le très connu Bruno Landry a prononcé une conférence sur l'importance des bénévoles qu'il présente comme des super-héros. La chaîne musicale Rétro Souvenirs Radio remporte un Canadian Choice Award dans la catégorie Divertissement. À Thetford, un tournoi de soccer inter-entreprise sert d'outil pour l'intégration des nouveaux arrivants. Mais pour commencer, on va se rendre à Sainte-Anne-des-Monts, où le Centre de formation professionnelle Micheline Pelletier, qui est spécialisé dans la formation des monteurs de ligne, souligne son 10e anniversaire. Un reportage de Marie-Claude Roy de la télévision de la Haute-Gaspésie. 10e anniversaire du centre Micheline Pelletier, ça valait la peine de se déplacer aujourd'hui. On rencontre Mélanie Godreau, qui est directrice par intérim du centre de formation professionnelle. Oui, merci beaucoup de votre présence. On est très heureux d'accueillir la population, les groupes scolaires, des dignitaires plus tard là, pour des allocutions, pour présenter un peu les développements depuis 10 ans au centre de formation, reparler de Mme Pelletier, là, qui le centre porte son nom, Centre Micheline Pelletier, puis parler des beaux défis qu'on a relevés durant les 10 dernières années puis qui s'en viennent aussi encore. Au Centre Micheline Pelletier, c'est le programme de montage de lignes électriques et de télécommunications. Il y a le programme aussi plomberie-chauffage. Donc, c'est les deux programmes ici offerts et présentement, on offre l'AEP en conduite d'engins de chantier. C'est 1125 élèves qu'on a formés en montage de ligne depuis 10 ans, 112 en plomberie-chauffage. Puis, chaque année, on en a 120 en montage de ligne et environ une dizaine en plomberie-chauffage. Puis, oui, vous allez pouvoir aller sur le chantier, voir les élèves en action, donc autant en conduite d'engins de chantier qu'en montage de ligne ou nos élèves en plomberie. On a vraiment des programmes attractifs là, à l'ensemble de la province, donc ils viennent d'un peu partout. Puis, on a même nos autres formations là, qui sont ici aussi, santé, secrétariat, comptabilité. Fait que les jeunes, même les groupes scolaires, tantôt, vont pouvoir voir en 10 minutes nos programmes. On profite du 10e anniversaire du Centre Micheline Pelletier pour faire une porte ouverte. Donc, on présente tous nos programmes à la population. Donc, on a comptabilité, secrétariat et formation générale des adultes qui est offert à notre point de service à Gabriel Lecourtois. 16 ans au 30 juin pour la prochaine année scolaire. Ça veut dire que si vous seriez intéressé à venir à l'éducation des adultes l'année prochaine, en septembre, bien, il faut avoir 16 ans au 30 juin de cette année. C'est pas pire, les boys. C'est principalement le logiciel qu'on utilise le plus. Ici, on a fait descendre des machines de notre chantier en haut. Alors, on offre là, sur 1 km l'AEP conduite d'engins de chantier dans le cadre de l'offensive en construction du gouvernement. Donc, nous avons une excavatrice, une chargeuse pelleteuse et un chargeur ici. Puis, les groupes scolaires là, peuvent découvrir davantage un petit peu les machines qu'on apprend dans ce programme de formation de courte durée. Vous allez découvrir nos élèves en santé, assistance et soins infirmiers qui sont dans nos locaux du point de service de Gabriel Lecourtois. Donc, un DEP sur 2 ans. Vous allez pouvoir découvrir leur matériel, entre autres. 2 étudiantes en soins de santé. Vous êtes ici pour accueillir les jeunes et les gens qui vont passer aujourd'hui. Oui. Puis, vous faites quoi dans votre cours? Bien, on fait plein de choses. On prend les signes vitaux. On a ici un petit atelier avec le système urinaire. On fait des sondes, on les retire. On fait des ponctions veineuses, des prises de sang. Beaucoup diversifié, ce cours-là.
avec ça. C'est vraiment la méthode, exactement. Dans le cadre de notre formation en l'AEP conduite d'engin de chantier, on a loué un simulateur parce qu'on pense que c'est un plus pour la formation en conduite d'engin de chantier qui débute leur formation, s'approprient un petit peu des techniques sur un simulateur. Donc, les élèves peuvent découvrir cette technologie qu'on tente d'intégrer dans notre formation. On est dans le site majeur. On va creuser ça. Voici maintenant notre atelier de plomberie. Alors, notre enseignant Marco Murray va pouvoir vous en parler davantage un petit peu, ce qui va faire vivre vos élèves tantôt en plomberie. Donc, il y a une activité qui est organisée pour les élèves qui sont ici aujourd'hui? Oui, il y a une activité qui est organisée. Finalement, les élèves, qu'est-ce qu'ils font? C'est de la soudure. Ils vont exécuter finalement la préparation du tuyau, ainsi le chauffer pour faire un joint de soudure à l'étain. En plus de ça, il y a un petit atelier de réalité augmentée qui sert finalement à assister l'étudiant à faire une manœuvre sur un composant là, qui est le die de la filtreuse à tuyaux. Si on est en montage de ligne, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un monteur de ligne, quand il va y avoir un accident d'un poteau, il y a des gros orages, puis il manque de courant dans la maison, bien, ça va être des petits bonhommes comme nous autres, qui vont aller réparer ça d'un poteau pour pouvoir réparer la situation le plus rapidement possible. Alors, on poursuit la visite. On est dans un endroit un peu particulier, la salle des poteaux. Voilà notre salle des poteaux pour notre première montage de lignes électriques et de télécommunications. Faute d'aller sur le chantier dehors avec les groupes scolaires, on leur a préparé 3 ateliers à l'intérieur. David, tu es enseignant ici en montage de lignes. Oui, je suis enseignant en montage de lignes électriques et télécommunications. Ça fait bientôt, on va dire, 3 ans et demi, presque 4 ans. Puis, dans le fond, j'adore ça. C'est, comment je dirais bien ça, c'est une passion. Aujourd'hui, vous avez organisé des activités particulières pour ces jeunes-là. C'est vraiment le fun. Oui, dans le fond, c'est le 10e anniversaire du centre Micheline Pelletier. Donc, il y a plusieurs kiosques pour différents cours. Puis nous, dans le fond, on s'est fait quelques stations. Là, comme derrière, on va venir vraiment lever une charge dans les airs. Ici, on va vraiment ouvrir ou fermer un sectionneur. Donc, on permet aux jeunes de venir développer un peu, pas de motricité, mais venir toucher à des objets, de l'équipement qu'on va utiliser à tous les jours là, en montage de ligne. On est parti avec le minibus. Les gens vont avoir la chance de faire le tour du terrain avec ce petit minibus-là. Puis c'est le fun parce que là, on est rendu vraiment sur le terrain où les jeunes en montage de ligne sont déjà dans les poteaux. Le programme de montage de lignes électriques et de télécommunications, il y a 3 volets. Il y a un premier volet qui est le volet tronc commun. Donc, ils apprennent à grimper à l'éperon, ils apprennent les normes de sécurité, ils apprennent les différents outils, les équipements. Ensuite de ça, il y a un volet de distribution, c'est où on est en ce moment. Donc, ils apprennent à faire tout le déroulage des lignes, installer les transformateurs, les sectionneurs, les différents appareils. Ils apprennent à utiliser le camion nacelle, à installer, là, ce qu'on voit, ce qu'ils sont en train d'installer en haut, c'est une ligne, mais avec différentes protections. Dans le fond, il y a tout le temps comme quelqu'un au sol qui est un groundman, qui prépare le matériel pour amener les choses là, aux gens qui sont en haut. Puis on en voit un peu plus loin, je ne sais pas si Roger va être capable de voir, mais très loin dans le fond, là-bas, qui sont aussi montés dans des poteaux qui sont différents. Oui. Ça, c'est des gens, c'est l'équipe qui est... eux, ils viennent de commencer. Ça fait quelques semaines là, qu'ils sont là. C'est le volet tronc commun. Donc, eux, ils sont encore en apprentissage à bien se positionner, utiliser les équipements de sécurité, de protection individuelle, leur harnais, donc à grimper comme il faut. Définitivement, il faut être à l'aise à travailler dans les hauteurs là, comme monteur de ligne, bien évidemment. Il y a autant... Là, ici, c'est le volet distribution, ils sont dans les poteaux le long des routes, mais il y a aussi un volet transport que là, ils vont apprendre à monter dans les pylônes, où ce que là, c'est plus haut. Et télécommunication. Télécommunication, c'est le dernier volet qu'on a ici. Là, ils apprennent à installer les antennes de télécommunication au sommet des tours. Alors, on vient de trouver des étudiants qui viennent de commencer le cours. Bonjour, ça va bien? Oui, et vous? Tu viens de quel endroit? Je viens de Québec. Québec, qu'est-ce qui t'a donné le goût de t'en venir ici en montage de ligne? L'adrénaline puis la hauteur, c'est la chose qui m'a donné le goût de venir ici.
Puis ici, à Saint-Anne-des-Monts, comment tu trouves ça, toi? C'est un petit village? Ah, ben je trouve ça vraiment le fun, là. Niveau plein air, puis tout. Moi, dans mon coin, c'est plus de la ville. Fait que je vraiment pas ça. Ici, c'est vraiment le fun, les paysages, puis tout, c'est super beau, là. Tu viens de quel endroit, toi? Je viens dans le coin de Montréal. De Montréal. Hey, c'est quand même assez loin pour venir étudier. C'est quand même loin. Ouais, ben, je voulais justement changer, je voulais dire. Je voulais venir faire les études puis trouver de quoi de nouveau. Dans mon coin, il y avait Québec pour faire le cours, mais ça ressemble un peu trop au coin de ville. J'aime mieux ici, c'est campagne, je trouve ça le fun, l'air frais, ça fait différent, c'est vraiment le fun. Aubert Tremblay de CJSR était au 14e déjeuner annuel des gens d'affaires de Donnacona. On écoute son reportage. Le déjeuner annuel des gens d'affaires de Donnacona est l'occasion d'en apprendre beaucoup sur les projets de la ville. C'est la 14e édition cette année et 186 personnes étaient là. Sur l'arrivée de Microsoft, on n'a pas su grand-chose, à part que les travaux sur le terrain ont commencé et que ce sera un grand bâtiment. Les travaux ont commencé le 12 février, puis je crois que le 19, il n'y avait plus un arbre. Ça s'est fait excessivement rapidement. Qu'est-ce que vous voyez à la photo de gauche, qu'est-ce que ça va ressembler? Puis celle de haut, bien, on n'est pas rendu à New York, là, mais c'est pas mal ça. Des représentants de la compagnie étaient là, mais ils ont surtout parlé de leur service d'intelligence artificielle. Ce qui est sûr, c'est que dans notre quotidien, au niveau des gouvernements, des municipalités, des entreprises, des PME, il va y avoir des choses extraordinaires qui vont pouvoir se faire avec ça. Ça va amener des grands changements sociétaux. Il ne faut pas avoir peur de le réaliser. La venue de Microsoft oblige la municipalité à agrandir son parc industriel, qui est maintenant plein. On a déjà entamé des discussions là-dessus pour faire une demande d'exclusion de la zone agricole en collaboration avec la MRC de Portneuf. On parle entre 4 et 5 millions de pieds carrés. Évidemment, c'est des démarches de longue haleine, là. On ne se le cache pas. On a eu des rencontres déjà avec des différents paliers gouvernementaux là-dessus. Le terrain où était située la papetière commencera bientôt à être décontaminé. La décontamination va se faire sur place. Alors, ça veut dire que le camionnage, oui, il va peut-être en avoir un peu, mais la majorité de la décontamination va se faire sur place, comme je vous ai dit tantôt. Le tout devrait commencer d'ici quelques semaines. Ils vont sécuriser le site, comme vous voyez la ligne bleue là, en haut, c'est la clôture. Il va y avoir des espaces qui vont être dégagés pour que le monde puisse aller voir ce qui se passe en bas, justement. La ville se dotera aussi d'une usine de traitement des eaux usées, un très gros projet. 26,5 millions, ce projet-là. Donc, c'est pas rien. Évidemment, on a une aide financière de l'ordre d'à peu près 80-82 % venant du gouvernement du Québec. Donc, c'est la bonne nouvelle. Mais vraiment, ça nous met en bonne position pour être en mesure de pouvoir poursuivre notre expansion au courant des prochaines années. Les travaux pour aménager le bassin de rétention des eaux sous le parc Jean-Baptiste Matte avancent bien. Je vais vous donner une idée. Là, prenez les 3 maisons, vous voyez à gauche, là, vous enlevez le toit et vous les rentrez dedans. Ça, ce bassin-là, c'est pour le contrôle des ouvrages de surverse. C'est tout simplement lors du printemps, lors de la fonte des neiges, ou s'il arrive une pluie diluvienne qu'on perd complètement le contrôle, bien, l'eau va s'en aller dans ce bassin-là, qui va être contrôlé. Après ça, lui, il va le retourner dans nos bassins d'eau usée. Mais inquiétez-vous pas, le parc va réapparaître après ça. Il va y avoir de la terre mise par-dessus et le parc va revenir comme il était avant. Oui, on remet les modules de jeu. C'est le même principe un peu, là, ceux qui ne savent pas, mais c'est les plaines d'Abraham, là, c'est la même chose. Il y en a un bassin en dessous des plaines d'Abraham, justement, un réservoir d'eau, bien, c'est la même chose ici. La construction de la nouvelle caserne de pompiers sur la rue Notre-Dame est elle aussi bien avancée. Comme vous voyez la photo de droite ici en bas, c'est notre nouvelle caserne. C'est ça qui va ressembler un coup terminé. 5 portes, beaucoup de fenestration. Le 2e étage, c'est sûr, elle va être là pour la formation des pompiers et autres, mais également, ça va être notre centre de crise. Alors, si, admettons, il arrive un désastre naturel, il faut justement ramasser l'information et autres, bien, ça va se faire dans cette salle-là et non dans la salle de conseil comme on faisait avant, parce qu'on veut libérer la salle de conseil que si on veut passer de l'information aux citoyens, bien, on n'avait plus de salle. Alors, celle-ci va devenir la salle de crise et la salle de conseil va rester la salle pour informer nos gens. On devrait prendre possession en septembre 24.
On a engagé une technicienne en prévention incendie, Julie Saint-Onge. Il faut respecter ce qu'on appelle un schéma de couverture de risque dans chacune des villes. Et là, on est encore mieux équipé que ce qu'on était. Dans le même ordre d'idées, la Ville achètera une génératrice pour que l'aréna soit plus facilement utilisée comme lieu d'hébergement de sinistrés. Il arrive un gros incendie, on doit sortir des gens. Il arrive une grosse panne d'électricité, plusieurs jours, on doit sortir des gens. Mais on était dépendant, on devait aller louer des génératrices à l'extérieur. Maintenant, on va être autonome, on va avoir notre propre génératrice. Donc, on en fait l'achat dans les prochains mois. Donc, on va être en mesure de pouvoir être encore plus sécuritaire pour notre population. Parlant d'aréna, on y fera aussi de grands travaux. Notre dalle de béton, on vivait sur du temps emprunté. Donc, c'est la dalle originale, construction de l'aréna 1967. On la ferme prématurément, l'aréna. On ferme les compresseurs le 31 mars. C'est que l'entrepreneur n'a pas le choix de rentrer sur les lieux le 8 avril pour que les travaux soient prêts pour la deuxième semaine d'août et qu'on puisse pouvoir tenir Expo Donnacona. Donc, on refait la dalle, les bandes, les baies vitrées, les filets en arrière des buts. Donc, vraiment, les ancrages de buts. Donc, tout va y passer. Ça va être bon pour notre équipe senior. Le terrain de soccer sera bientôt doté d'une surface synthétique. Vous savez, la terre ici à Donnacona est très argileuse. Alors, si vous voyez une journée qui pleut, puis un match ou deux de soccer, puis un de football, le terrain, il est scrap. Il est complètement démoli. Alors, on a notre projet justement de terrain synthétique. C'est en collaboration, la Ville, il fait partie de ça. Il y a le service scolaire également. Et la fondation de l'école secondaire aussi va faire partie de ce projet-là, d'un montant de 3,2 millions. On refait le terrain. On refait les estrades, on refait les lampadaires, on refait la boîte du commentateur qui est là. Puis en dessous, bien, ça va être la place pour l'entreposage de l'équipement à chaque fois. Le parc des Berges, lui, sera plus accessible. On aménagera un escalier exactement à l'endroit où il y en a déjà eu un. Les 106 marches, c'était au bout de la rue Saint-Joseph. On descendait, on se rendait au parc. Bien là, ils vont revivre. Donc, au même endroit, on va refaire. Puis je vous le dis, dans le devis, on a exigé qu'il y ait 106 marches pour faire un bon symbole. Donc, un accès de plus. Je sais que les gens de l'école primaire, l'école La Savonnière, ça va être super le fun pour eux autres. À quelques centaines de mètres, ils vont pouvoir y aller avec les élèves. Pour continuer à développer le parc des Berges, la Ville a même embauché une agente de développement, Marie-Josée Laliberté. Elle travaillera aussi à dynamiser le centre-ville. On investit cette année 100 000 $ dans le vieux Donnacona. Il va y avoir du marquage au sol, ça, en collaboration avec les écoles qui vont participer. Et puis, les lumières que vous voyez en haut, il reste quelques retouches à faire, là, les ententes avec les propriétaires des bâtisses de chaque côté qu'on peut accrocher les lumières, mais c'est déjà en notre possession. Du côté des organismes communautaires, l'ouvroir déménagera dans un bâtiment offert par Promutuelle Assurance. Les clients n'auront plus à descendre et monter des escaliers. L'ouvroir vient ainsi s'ajouter à l'offre de services communautaires déjà concentrés dans ce secteur de la rue Notre-Dame. Accès Travail Portneuf, Carrefour Jeunesse Emploi, le Halo et la Licorne. On peut donner bien des services à nos nouveaux arrivants dans ce secteur-là et aux gens qui sont dans le besoin. Du côté des entreprises, maintenant, le Canadian Tire doublera sa superficie. Une sorte de motel industriel est en train de voir le jour, qui louera des locaux à des entreprises en démarrage. Il y aura aussi une ferme de houblon et une grande entreprise d'impression sur canette. C'est un investissement de monsieur, entre autres, Christian Giguère, propriétaire de Meshtech, entre autres, de Stadaconé. Donc, bon, puis je pourrais en nommer, je pense qu'il y en a une cinquantaine. On est bien content qu'il investisse chez nous. Ça, c'est à l'intérieur, là. C'est pas des bâtisses, là. C'est juste des canettes. Il y en avait 5 millions de mémoire là, dans notre pot quand on est allé visiter. Puis ça, il reste encore bien de la place. En fait, c'est qu'ils ont une machine qu'ils sont allés chercher en Israël qui fait de l'impression sur les canettes. Avant, les canettes, lorsqu'ils étaient imprimés, c'était un genre de plastique qui était chauffé. Puis maintenant, avec le recyclage, ça ne sera plus accepté. C'est pour ça que la nouvelle version, tout ce qui va être imprimé sur les canettes en aluminium, c'est de la peinture qui est mise dessus. Aubert Tremblay pour CJSR à Donnacona. La boucherie Godin qui vous a servi le déjeuner ce matin, c'était bon, hein? J'espère, je n'ai pas encore mangé.
3 tonnes d'aliments sont récupérées chaque semaine dans l'agglomération de Chandler grâce au programme de récupération en supermarché. On écoute un reportage de Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé. Le programme de récupération en supermarché est un projet pilote mis en place par le Réseau en développement social Rocher-Percé pour récupérer les surplus alimentaires des supermarchés et les redistribuer aux personnes dans le besoin. En raison de l'intérêt suscité par le programme, celui-ci est en cours de processus d'incorporation pour devenir une entité à part entière. Chaque semaine, près de 60 personnes bénéficient de l'aide du programme, avec environ 3 tonnes d'aliments récupérés et 18 organismes en tirent profit, notamment le Centre d'action bénévole Gascon-Percé, pour lequel des plats surgelés sont préparés. Nous discutons de ces avancées avec Laurent Gélina, le nouveau coordonnateur du PRS. Alors, Laurent Gélina, nouveau coordonnateur du programme de recyclage en supermarché. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Denis. Ça va bien? Très bien, toi? Oui. Tu es bien installé à ton nouveau... Oui, c'est ça. Ça fait 1 mois que je suis arrivé à peu près. Je reprends le projet, le programme de récupération en supermarché ici. C'est un super beau programme. C'est ça, on fait la récupération des denrées dans 3 supermarchés et les 2 IGA du territoire de la MRC, puis le Super C à Chandler. Donc, on récupère tous les aliments ici, puis on les redistribue. J'ai venu faire mon tour il y a 1 an. On va voir un peu où est-ce qu'on en est rendu. Faire un rappel, ça a été mis en place, pourquoi Ça a été mis en place en 2021. Puis l'idée, ça faisait partie d'un projet qui était développé. On voit qu'il y avait beaucoup d'intérêt des partenaires. Puis c'est un projet qui a été initié par le Réseau en développement social, ici, Réseau en développement social Rocher-Percé. Donc, le projet est né vraiment du réseau et des organismes partenaires aussi pour récupérer la nourriture puis redistribuer celle-ci auprès des personnes qui en avaient besoin. Donc, c'est ça depuis 2021. Donc là, ça va faire bientôt, à l'été 2021. Donc là, ça va faire maintenant 3 ans là, cet été. Donc, vous récupérez chez 3 supermarchés. Ça se passe comment? Ça se passe comment? On effectue la collecte, donc on part 3 jours par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Notre employé David, il part faire la collecte dans les 3 supermarchés. Donc, il y a des bacs spécialement prévus pour ça qui restent dans les supermarchés, qui sont remplis par les employés des supermarchés. Puis nous, on vient chercher ces bacs-là. Une fois qu'ils sont remplis, on les récupère, puis ensuite, on met tout ça dans nos frigos. On va trier toute la nourriture. On essaie de catégoriser le plus possible. Donc, on a 2 frigos ici en arrière. On a des congélateurs aussi pour la boulangerie, pour la viande. Donc, on classe tout ça. Puis ensuite de ça, c'est notre clientèle qui vient chercher les aliments. Il y a les organismes aussi qui peuvent venir directement. Donc, on fait affaire avec 18 organismes communautaires de la MRC du Rocher-Percé qui viennent chercher directement les denrées ou qui donnent par un système de couponnage, donc des coupons qui donnent à leurs usagers. Puis les usagers viennent chercher, avec l'aide des coupons, ils viennent chercher les aliments directement ici. Donc, ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils veulent mettre dans leur panier. 18, c'est beau. On est rendu à pas mal... Plusieurs organismes, oui, effectivement. Donc, il y a beaucoup d'organismes qui sont relatifs au CI3S de la Gaspésie, département santé mentale, par exemple, département jeunesse. Mais il y a aussi d'autres organismes qui œuvrent sur le territoire, comme le Centre Émilie-Gamelin, la Maison Blanche-Morin, d'autres organismes communautaires aussi qui ont besoin de denrées. C'est vraiment pour... notre objectif, c'est d'avoir du dépannage alimentaire. Donc, c'est vraiment des personnes qui en ont besoin, soit des personnes qui vivent, que ce soit temporaire ou que ce soit un petit peu plus sur le long terme, mais qui vivent des problèmes par rapport à l'insécurité alimentaire. Donc, ils ne sont pas assurés, ce pas des personnes nécessairement qui peuvent aller faire leur épicerie, qui ont les ressources financières nécessairement pour faire une épicerie complète à chaque semaine. Donc, nous, on est là pour les aider, pour les dépanner. Est-ce que vous faites toujours les plats givrés pour le Centre d'action bénévole? Oui, exactement. Donc ça, c'est notre 3e volet ici. Donc notre premier volet, c'est d'aider directement les usagers. 2e volet, c'est d'aider les organismes. Puis notre 3e volet, c'est en collaboration avec le Centre d'action bénévole, c'est de leur fournir ce qu'on appelle les plats givrés, les petits plats givrés. Donc c'est des plats préparés qui sont préparés par nos employés ici en cuisine. Donc à l'aide principalement des aliments qui sont récupérés.
qu'on vient compléter aux besoins. Donc oui, on produit plusieurs plats par semaine. On en a environ 60 plats par semaine. Donc ça revient à peu près 3000 par année, 3000 plats givrés qu'on produit pour le Centre d'action bénévole pour qu'ils redistribuent auprès de leur clientèle. Tu as parlé que vos sources d'approvisionnement, en ce moment, c'est IGA, les deux IGA plutôt, Grande Rivière Chandler et Super C. Rolando me parlait l'an passé qu'il aurait aimé pouvoir étendre ça au restaurant. Oui. Est-ce que c'est toujours dans d'actualité? Exactement, oui, c'est quelque chose qu'on vise, puis on va probablement débuter cette année. Les restaurants, il y en a plusieurs restaurants qui sont saisonniers ici. On pense notamment au restaurant Percé. Hein. Eux, rendus au mois de septembre, octobre, ils ferment le restaurant. S'il leur reste des aliments, bien souvent, ces aliments-là sont jetés ou sont peut-être donnés à des employés ou autres. Mais nous, on aimerait bien réussir à capter ces aliments-là, donc les amener ici pour les redistribuer dans la communauté. Donc, c'est un projet sur lequel on travaille, oui. Et est-ce que vous avez déjà commencé à contacter certains commerçants? Oui, mais il y en a qui se sont montrés intéressés déjà. Il y en a par contre qui faisaient déjà affaire avec des banques alimentaires qui allaient porter ça du côté de Gaspé. Bien, nous, on aimerait ça, que ce soit géré sur notre territoire pour notre communauté directement. Donc, on essaierait d'aller chercher ces aliments-là pour que ce soit redistribué ici, là, dans notre communauté. Sinon, j'imagine qu'ils peuvent toujours vous contacter aussi pour... Oui, certainement. Se proposer. Oui, exactement. Ça nous ferait toujours un grand plaisir. Vous avez aidé à peu près combien de personnes par semaine? Oui, par semaine, bien, des gens qui viennent ici avec leur coupon, bien, il y en a environ, 60 par semaine là, qui viendraient ici chercher des aliments. Oh, hey, c'est pas pire pareil. Oui, oui. On est ouvert tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, sauf le jeudi qu'on est fermé. Donc, sur nos 4 journées d'ouverture, lundi, mardi, mercredi et vendredi, bien, il y aura un total de ces personnes-là qui viendraient ici chercher des aliments. Donc, vous aidez environ 60 personnes par semaine qui viennent ici. Côté récupération, vous récupérez quelle quantité de nourriture? Là? On en récupère beaucoup. À chaque semaine, parce que la récupération se fait à chaque semaine, beau temps, mauvais temps, il y a toujours de la nourriture qui est générée dans les épiceries. Donc, c'est 3 tonnes par semaine qu'on vient récupérer dans les 3 épiceries actuellement. Puis, donc, par année, c'est 35 tonnes. Donc, c'est pas mal. Puis, sur cette quantité-là, bien, c'est ça, c'est des aliments qui sont invendus souvent qu'on va récupérer. Bien, pas souvent. C'est toujours des aliments invendus qu'on va récupérer. Puis des fois, ben, il y en a, c'est ça, ça va être des fruits et légumes, par exemple, qui sont un petit peu défraîchis, ou ça peut être aussi des produits laitiers qui approchent la date de péremption. Donc, tous ces produits-là, on va les récupérer. Puis, il n'y a pas grand-chose qu'on va jeter au final. Tout va trouver preneur. C'est moins de 5 % qu'on va finalement mettre nous-mêmes au compost. Donc, vous voyez que la très, très grande majorité de ce qu'on récupère, ben, va finalement trouver preneur. Marc Baudouin de la télévision de la Matapédia s'entretient avec Christina Fortin-Ménard au sujet de la 4e édition du Défi Pissenlit. Le beau temps arrive, les pissenlits vont pousser. Alors pourquoi ne pas faire le défi Pissenlit? L'événement est de retour pour une 4e édition et pour nous entretenir sur le sujet, je reçois une des cofondateurs du projet, Christina Fortin-Ménard. Bonjour Christina. Bonjour. Bien, tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce que le défi Pissenlit? Oui, le défi Pissenlit, en fait, il n'y a pas plus simple que ça. Au printemps, au lieu de tondre tout de suite les pissenlits quand ils vont sortir, on patiente un peu, quelques jours, jusqu'à 2-3 semaines, on les laisse fleurir pour offrir le pollen et le nectar aux insectes pollinisateurs qui en ont grandement besoin après ce long hiver. Donc, c'est aussi simple que ça. On retarde la tonte du gazon de quelques temps. Comme je l'ai mentionné, c'est la 4e édition. Donc, en 4 ans, là, le défi Pissenlit a pris de l'ampleur. Oui, oui, absolument. On a commencé ça tout petit. C'était vraiment une idée très, très simple, là. On a pensé à ça. On s'est dit que ça serait vraiment le fun que dans les gazons, on voit surtout des petites pancartes « Je protège les pollinisateurs » plutôt que des petites affichettes qui disent « Attention aux pesticides ». Alors, on a lancé l'idée du défi Pissenlit en 2021.
Puis on se retrouve 4 ans plus tard. Ça a pris beaucoup d'ampleur. C'est maintenant devenu un OBNL. Donc, chaque année, il y a de plus en plus de villes, d'entreprises et surtout de citoyens qui participent. Fait que là, vous êtes rendu à la grandeur du Québec, là. Pas mal, Oui, j'imagine. oui, même en Ontario, puis tranquillement un petit peu plus loin dans le Canada. Ça s'en vient de où? Ça s'en vient vraiment gros. Est-ce que vous êtes surprise de toute cette expansion-là, de cette popularité-là? C'est sûr que la première année, ça a été une très grosse surprise. Là, déjà, quand on a eu les premiers appels des médias, on s'attendait pas du tout à attirer l'attention comme ça. Mais je pense que les Québécois, en fait, sont prêts. Ils veulent aider les insectes pollinisateurs, ils veulent contribuer pour l'environnement. Donc, c'est vraiment ça qui a contribué au succès du défi Pissenlit. Et c'est pour ça qu'on poursuit d'année en année, puis on espère pour encore longtemps. Comme tu l'as mentionné, là, c'est devenu un organisme à but non lucratif depuis l'automne 2023. Fait que là, maintenant, vous avez votre site Internet, vous avez même votre propre visuel. On peut voir votre logo sur votre chandail. Oui, exact. Donc, on a une nouvelle image de marque pour souligner ça. On a une belle équipe de bénévoles aussi qui entoure tout le défi Pissenlit. Ça grandit, là. On entend parler aussi qu'il existe le mouvement là, No More May, qui est en français « Mais sans tondeuse ». C'est quoi la différence entre ce mouvement et le défi Pissenlit? Le défi Pissenlit, je vous dirais là, que la principale différence, c'est qu'il n'y a pas de durée. Donc, selon où on est dans le Québec, laisser pousser le gazon jusqu'à la fin mai, ça peut devenir un peu exagéré. Donc, par exemple, dans le secteur de Montréal, là, la première tonte va peut-être avoir lieu à la mi-mai, 20 mai, ça va être bien correct. Puis plus au nord, ben ça va être peut-être début juin, mi-juin. Donc, le défi Pissenlit, l'important, c'est d'offrir des fleurs aux pollinisateurs, puis il n'y a pas de durée. Comme le No More May, c'est vraiment plus le mois de mai, mais défi Pissenlit, là, on n'a pas de restriction à ce niveau-là. Mais c'est-tu le même objectif, le mai sans tondeuse? C'est-tu pour permettre aux insectes pollinisateurs de faire leur travail? Oui, c'est deux mouvements là, qui ont comme but d'aider les insectes pollinisateurs. En fait, de laisser un peu la nature reprendre sa place. Les fleurs sont là pour une raison, puis c'est pour aider les insectes pollinisateurs. Vous êtes un peu complémentaires, là, si je comprends bien. Oui, exact. C'est deux mouvements qui sont partis presque en même temps. Quand on a démarré le défi Pissenlit, on ne savait pas que No More May existait. Donc, c'est deux idées qui viennent vraiment de deux extrémités du monde, mais qui ont quand même un but commun. Que vous soyez un individu ou une corporation, si vous voulez vous aussi contribuer à faciliter la tâche des insectes pollinisateurs, rendez-vous sur le site Internet défipissenlit.ca. Vous trouverez toutes les informations et comment adhérer au défi Pissenlit. La loterie qui fait du bien est de retour et Valérie Pinault de Télévague en parle avec Adrienne Briand de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Bonjour, Adrienne. Bonjour. L'Association du cancer de l'Est du Québec est en pleine campagne de financement d'une loterie qui s'appelle la Loterie qui fait du bien. Pouvez-vous me donner une petite idée des prix qu'on peut gagner? Oui, en fait, cette année, pour la 7e édition, on a vraiment misé sur des prix expérience pour faire un parallèle, en fait, avec notre mission qui est Soldat de votre mieux-être. Le premier prix à gagner, c'est un spa, un gazebo. On a un sidou, on a des forfaits voyage, on a des forfaits vacances. Vraiment, ce qu'on veut, c'est permettre aux gens de gagner des belles expériences pour un total de 50 000 $ vraiment en prix amassé cette année. Mais c'est où qu'on peut acheter les billets? En fait, on peut acheter les billets de plusieurs façons. On a 71 points de vente. On a aussi la possibilité de l'acheter en ligne sur le site de la SEC, à sec.org. Vous pouvez acheter votre billet en ligne. Donc, pour ceux qui veulent participer, le tirage va se faire le 12 juin. Les gens ont jusqu'au matin 8 heures pour acheter leur billet. Est-ce que les fondations des hôpitaux de l'Est du Québec vont recevoir un pourcentage des ventes des billets? Oui, en fait, on a 6 fondations là, qui font partie, en fait, de nos partenaires cette année. Effectivement, l'objectif du partenariat avec ces fondations-là, c'était de leur permettre de réinvestir ce montant-là directement, en fait, dans leur centre hospitalier des régions. Là. OK.
Puis le restant de l'argent, qu'est-ce que vous voulez faire avec? En fait, l'argent va servir principalement dans les services qu'on offre dans l'Est du Québec. On parle de nos trousses réconfort, qui sont des trousses qui sont offertes à toutes les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer et qui commencent des traitements. Donc, c'est une trousse avec beaucoup de produits qui sont adaptés pour ces gens-là. Pour l'hôtellerie, Omer Brazo, en fait, pour offrir des nuitées qui sont abordables, on parle de 35 $ par nuitée. Et dans ce 35 $-là, il y a le déjeuner qui est inclus et le dîner, un coupon offert pour la cafétéria de l'hôpital. Et finalement, pour notre fonds d'aide, parce qu'on sait que non seulement le cancer, ça amène beaucoup de chamboulements dans une vie, mais ça amène aussi des perturbations financières. Donc, depuis 2018, en fait, on a un fonds d'aide qui est là pour ça, pour subvenir aux besoins des gens qui malgré les prix abordables de l'hôtellerie, n'y arrivent quand même pas financièrement. Donc, c'est principalement là-dessus que les fonds vont être réinvestis. On a quand même 64 % de notre clientèle qui provient de la Gaspésie. Donc, ces gens-là n'ont pas d'endroit dans les hôpitaux pour suivre leur traitement. Tout se fait ici, à Rimouski. Qu'est-ce qui différencie un séjour à l'hôtellerie Omer Brazo d'un séjour d'un hôtel pour recevoir des traitements de cancer? En fait, c'est vraiment une expérience qui est complètement différente. Premièrement, il y a le coût. Donc, nous, ici, c'est vraiment un coût qui est très abordable. Les gens aussi, l'hôtellerie est directement avec l'hôpital. Donc, les gens ont juste une porte à traverser et ils peuvent avoir accès à leurs services en oncologie. Donc, on est vraiment proche. Mais aussi, c'est toute une communauté qui se forme ici parce que les gens qui viennent, ils séjournent parfois 6 à 8 semaines. Les gens se connaissent, apprennent à se connaître, ils développent des liens. Ça devient vraiment un esprit communautaire ici à l'hôtellerie. Même nous, les employés, on s'en rend compte, on voit qu'il y a des liens qui se créent, il y a des amitiés qui ressortent de l'hôtellerie. Donc, c'est complètement différent d'aller à l'hôtel parce que tu n'es pas seul, tu es avec d'autres personnes qui vivent exactement la même chose. Et en plus, mais ici, on a toujours des activités, on a des choses qui sont proposées pour les gens qui en ont besoin. On a aussi une intervenante sociale qui est là pour leur venir en aide à eux, mais aussi à leurs proches aidants. On a de la massothérapie qui est partout sur le territoire, en fait, qui est offert aux gens qui suivent un traitement. La boutique chez Martine, en fait, qui est une boutique spécialisée en prothèses mammaires et capillaires. On a vraiment une conseillère qui est spécialisée, qui a une formation, on a un inventaire assez impressionnant. En fait, ce qu'on se fait dire souvent par les résidents, c'est que les gens à l'hôtellerie, les employés, c'est des gens qui sont fins, qui sont à l'écoute, ils se sentent pas tout seuls, en fait, parce que même si on sait qu'au Québec, c'est 60 personnes par jour quand même qui décèdent d'un cancer, c'est un nouveau diagnostic à tous les 8 minutes. Quand on reçoit un diagnostic, on peut vraiment se sentir tout seul. Donc, ici, ce que les gens aiment, c'est que vraiment, ils ont l'impression d'être entourés puis d'être soutenus au travers de cette épreuve-là. J'encourage tout le monde à acheter leurs billets, non seulement parce que c'est vraiment des prix incroyables cette année qu'on a réussi à aller chercher parce qu'on a vraiment des super bons partenaires partout sur le territoire, mais aussi parce que c'est vraiment une bonne cause. La situation économique actuelle fait en sorte que les gens ont besoin d'aide, pas juste au niveau psychosocial, mais financier aussi. Puis une grande partie, en fait, des fonds qui sont amassés qui vont servir à ça pour être capable de soutenir le plus possible les gens qui viennent ici puis qui ont besoin de nos services. On n'est pas, on n'est pas optionnel, on est essentiel. On n'a pas le choix d'être là parce que les gens ont besoin de nous. Notre hôtellerie est toujours ou presque tout le temps à pleine capacité parce qu'on a toujours des gens qui ont besoin, en fait, d'hébergement durant leur service. Donc, j'encourage tout le monde à participer à cette belle campagne puis à aller sur notre site Internet pour acheter un billet en ligne. Bruno Landry, du groupe RBO, a prononcé à Montjoly une conférence sur les bénévoles qu'il qualifie de super-héros. Marc Després, de la télévision de la Métis, l'a rencontré. Eh bien, Bruno Landry, donc tout d'abord, bienvenue à Montjoly. Bien, merci, c'est un plaisir d'être ici. Et donc, vous êtes venu présenter votre conférence Super-héros. Je pense que ça fait à peu près un an là, que vous la promenez. Oui, c'est notre deuxième conférence. Donc, la première, on l'a fait depuis 7 ans, mais on est dans la création d'une deuxième conférence qui est Super-héros. OK. Donc, il va y avoir comme une deuxième ébauche. Là. Bien, en fait, c'est la deuxième qu'on a présentée.
Et à ce moment-là, donc, quel bilan vous dressez de cette expérience? Bien, premièrement, une grande fierté de venir à la rencontre de gens qui font du bénévolat, qui ont un impact dans leur communauté, des gens généreux, des gens à l'écoute des autres. Alors, d'avoir la chance de m'adresser à ces gens-là, c'est un privilège. Donc, heureux que le Centre d'action bénévole ait pensé à vous? Tout à fait. Puis, c'est des gens... On décrit les qualités des gens dans la conférence, puis on leur fait remplir un questionnaire. Et ces gens-là, ici, là, c'est des gens dévoués et fiables. C'est les deux caractéristiques qui sont ressorties, puis ça ressemble tellement à ce qu'ils font au quotidien, puis au bien qu'ils font à tous ces gens-là. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette conférence-là sur ce thème des super-héros? C'est l'idée qu'on a eue parce que la thématique des super-héros, c'est quelque chose qui est plus grand que nous. Et on a décidé de jouer sur les forces des gens, ce qui nous élève. On est dans une époque très polarisée où on vit beaucoup de conflits. Puis nous, ce qu'on amène, c'est une espèce de vent de fraîcheur puis d'espoir où on se concentre sur les forces puis les qualités des gens qui nous entourent. Parce que ça, ces gens-là qui étaient là ce soir, dans la vraie vie, mon Dieu, la société serait pas ce qu'elle est. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. C'est pour ça que je parlais d'un privilège puis d'un honneur de venir parler à des gens aussi altruistes. Et bien entendu, là, les gens, lorsqu'ils ont vu votre nom sur une affiche, ont pensé à RBO automatiquement. Donc, pour du RBO, ils vont pouvoir aller à Trois-Rivières, à l'amphithéâtre Cogeco cet été, à compter du 17 juillet, voir l'hommage que le Cirque du Soleil rend à RBO. Malheureusement, je ne suis pas dans le spectacle. Non, heureusement, je ne suis pas dans le spectacle. J'ai essayé d'appliquer, mais on m'a dit que j'ai pas la souplesse, en fait. Au niveau psychologique, je suis très souple, mais physique, un peu moins. Donc, à ce moment-là, c'est l'une des expériences que les gens vont pouvoir éventuellement, parce que, bon, RBO, quand même, on est rendu à 43 ans, je pense. Merci de le souligner à l'écran. 43 ans, effectivement. Bon. Maudite entrevue. mais pour vous, c'est un très beau bagage qui vous amène justement à de belles expériences. Oui, puis c'est... Quand on fait des spectacles d'humour, s'il y a un message en plus, c'est un bonus. Pour une conférence, c'est l'inverse. Si on fait rire, c'est un bonus. Ce qui est important, c'est ce qu'on apporte aux gens, puis le message qui sous-tend toute la conférence super-héros, et aussi l'autre conférence qu'on présente qui s'appelle les 10 commandements. Et en plus, les gens repartent avec un beau cadeau. Là. Oui, mais là, il ne faut pas vendre le punch, mais effectivement, chacun a eu un cadeau personnalisé. C'est ce qu'on offre à la fin de la conférence. Et à ce moment-là, bon, quels sont vos projets les plus près? Bien là, on est toujours en train de présenter nos deux conférences. On fait le tour du Québec. On s'en va à Rouen la semaine prochaine, Lévis la semaine suivante. Alors, on continue à se promener. Saint-Félicien s'en vient. Alors, on met beaucoup de kilométrage sur notre voiture. Et à ce moment-là, bon, si quelqu'un aimerait vous accueillir, c'est quoi la meilleure façon? C'est la boîte de conférenciers Horizon qui s'occupe de nous... que les gens contactent. Là. Okay. Et à ce moment-là, ben, vous amenez avec le sourire, la bonne humeur. Oui, bien, ça demande beaucoup de préparation, cette conférence-là. Oui, alors, il y a un questionnaire à remplir, puis nous, on prépare le fameux cadeau personnalisé qu'on va donner aux gens. Et puis, c'est ça. Et ça s'adresse vraiment à tout le monde. Comme vous le disiez, la dernière fois, je pense que c'était avec des gens d'affaires, cette fois-ci des bénévoles. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Des infirmières, des compagnies d'assurance. On fait vraiment le tour de chacun des groupes à peu près actifs de la société. Et donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Bruno Landry, là, éventuellement? Une belle continuité, puis de continuer à rencontrer des gens aussi intéressants. Bien, merci beaucoup. Merci. Danny Bérubé de CTB-TV est à Louisville, où la chaîne musicale Rétro Souvenir Radio a remporté un prix prestigieux. On écoute son reportage. Le Canadian Choice Award est une récompense qui célèbre les entreprises locales ayant réellement brillé au cours de la saison. Grâce au vote du public, la radio Internet Rétro Souvenir est la grande gagnante dans la catégorie divertissement. Avec sa programmation diversifiée,
Radio Souvenir nous ramène dans le temps pour nous faire revivre les chansons d'autrefois. Le 5 avril dernier, directement des mains du député de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron, les deux cofondateurs, M. Normand Godard et sa fille, Mme Christine Godard, se sont vus remettre ce fabuleux trophée. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Yves Perron, évidemment, député de Berthier-Masquinongé. Très, très heureux aujourd'hui de recevoir des gens qui nous font honneur, des gagnants du certificat d'excellence du Canada Choice Award, des gens qui sont des artisans de la radio Rétro Souvenir Radio. Ils nous font voyager dans le temps avec de la belle musique et nous donnent l'occasion, en fait, de procéder à la remise officielle du prix ici dans les bureaux de Louisville. C'est un grand privilège pour moi de faire ça. C'est des gens qui nous rendent fiers, qui rayonnent partout. Donc, je suis en compagnie de M. Normand Godard, Mme Christine Godard, qui sont à chaque côté de moi et qui sont les cofondateurs de la radio. Puis, je suis ici avec également avec les animateurs Richard Baillargeon et Jacques Savoie. Et sur ce, je vais laisser peut-être la parole au récipiendaire du prix. Puis après ça, on procédera à la remise officielle. Merci, M. C'est bon? Perron. C'est avec un grand plaisir que nous avons l'honneur de recevoir le prix Canadian Choice Award pour la catégorie divertissement. Pour nous, c'est la reconnaissance de 10 années de travail, travail qui a été ajourné par ma fille Christine, qui s'est dévouée pendant ces 10 années à la radio. Je vais lui laisser la parole. Et je remercie aussi tous nos animateurs que sans eux, on n'aurait pas pu se rendre où on est rendu aujourd'hui. Je cède la parole à Christine. Merci. Comme je viens de le mentionner, mon père Normand, c'est grâce à une équipe fiable et solide que nous sommes parvenus pendant toutes ces années à offrir un divertissement de qualité. Nous souhaitons remercier personnellement chacun de nos animateurs et les membres de notre équipe pour leur travail acharné. Nous voulons aussi remercier les auditeurs pour leur fidélité et de nous avoir mis en nomination pour ce prix qui est pour nous, qui représente beaucoup, surtout en ce moment que nous célébrons notre 10e anniversaire. Donc, merci. Merci beaucoup. Après la remise du trophée, M. Perron tenait personnellement à leur remettre une lettre officielle du gouvernement. Alors, je tiens personnellement à vous féliciter pour votre prix, Canada Choice Award. C'est une belle manière de célébrer votre 10e anniversaire, Mme Christine l'a souligné. Vous rayonnez sur toute la région et je vous en félicite. J'ai également profité de l'occasion pour m'entretenir avec les récipiendaires. Monsieur Normand Godard et Mme Christine Godard, félicitations pour votre prix. Merci beaucoup. C'est quand même valorisant de recevoir ce genre de prix-là. Oui, surtout qu'on ne s'y attendait pas. Hein. C'est des auditeurs qui nous ont mis en nomination. Donc, on a reçu un email nous disant qu'on avait été mis en nomination. On ne connaissait pas ce prix-là avant. Donc, on a été surpris. Dites-moi, ça vient d'où cette idée-là? Pourquoi partir une radio Internet? Je vais le laisser répondre. On veut toujours une passion pour la radio. Et puis, on a la radio dans laquelle je vais travailler pour monter, mettre en onde, qui nous a quittés à Saint-Gabriel. Et puis, je vais tout le temps, le plus jeune âge, là, j'ai tout le temps une passion pour la radio. Puis vous avez une passion aussi pour les anciennes musiques, la musique rétro. Oh oui, nous autres, c'est des années 50 à 2000. Et puis, on a plusieurs titres. On a, je ne sais pas combien, mais le choix musical qu'on a, c'est que la même musique ne reviendra pas au bout de 2-3 heures. On a un choix de combien de... On a au-dessus de 2500 chansons et on ne se concentre pas seulement sur la musique commerciale. Là. Nous autres, c'est de la musique souvenir. La radio rétro souvenir comme ça, c'est pas juste la radio musicale, là. C'est pas juste la musique toute la journée. Vous avez des animateurs aussi. Oui, on a des animateurs, mais c'est pas trop de blabla. Là. Ils sont recherchistes, nos animateurs.
Puis, c'est plus de la musique que du blabla. Ils vont expliquer les chansons, ils vont donner des anecdotes au sujet de la musique qu'ils font jouer, mais ils vont pas se mettre à raconter la température ou quoi que ce soit, là. Ça va être au sujet de la musique qui va jouer, puis c'est la musique. C'est une radio musicale. En tout cas, on vous souhaite longue vie, ça c'est sûr et certain, encore plusieurs années, puis félicitations pour votre prix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gabriel Blancard de TVCRA était à Thetford où se déroulait un tournoi de soccer inter-entreprise. On apprend, dans son reportage, que ce tournoi était surtout un prétexte permettant de rapprocher les nouveaux arrivants et la communauté locale. Bonsoir à tous, ici Gabriel Blancard. On se retrouve en direct du Cégep de Thetford où s'est déroulée la finale du tournoi de soccer inter-entreprise organisé par Péricla. Je vais dès maintenant passer la parole aux gagnants de ce majestueux tournoi inter-entreprise. Alors on se retrouve actuellement avec les gagnants de ce tournoi inter-entreprise, donc l'entreprise Castec. Je suis avec Ivan. Ivan, bonsoir. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton ressenti après ce match? Mais oui, ce tournoi-là, c'était tellement bon pour nous, pour partager le sport avec les gens, puis connaître beaucoup plus de gens, puis grandir la société du sport qui aime le football comme nous. C'est une belle passion qui tous nous, ensemble, en profitent beaucoup. Donc, on est très heureux d'être champions au final. On s'est battu bien fort avec les gens, mais au final, on a gagné finalement. Et du coup, toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Ça fait combien de temps que tu es au Canada? Moi, j'aime vraiment mon expérience ici au Canada. C'est un bel pays. C'est un bel pays, une belle expérience pour travailler aussi, pour grandir comme personne, puis connaître aussi beaucoup de gens, une autre culture aussi. Et ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait 3 ans maintenant que je suis ici. J'avais arrivé le 17 décembre 2020. En plein COVID. Oui. Pas idéal du coup comme période. Et du coup de l'acclimatation, donc l'acclimatation dans la société canadienne et donc l'acclimatation dans la société canadienne et au sein de ton entreprise, comment ça s'est déroulé, l'échange avec les locaux et bien évidemment les immigrants comme toi? C'est pas évident, c'est climatiser, c'est habitué à un nouveau rythme de vie parce que on laisse tout à l'arrière, puis on doit s'en chercher nous-mêmes dans ce nouveau endroit, de nouvelles sociétés, de nouvelles habitudes aussi pour les gens. Donc on doit toujours affronter les chocs culturels, ça c'est sûr. Mais quand même, les Québécois, les gens québécois sont très respectueux, très belles avec nous, très accueillants aussi. Donc on remercie les pays, les gens ici en général, ils sont fait très bien avec nous. Oui. Parfait, merci beaucoup et encore félicitations. Félicitations. Alors on se retrouve ici en direct du Cégep de Thetford pour cette finale du tournoi de soccer inter-entreprise organisé par Péricla. Je suis en compagnie de Mohamed. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, je me présente Mohamed Diouf. Je suis président et fondateur en fait, de l'organisme Péricla avec une équipe en fait, vraiment qui est dévouée. Donc Péricla en fait, c'est une plateforme d'échange et de réseautage entre communautés immigrantes et locales des Appalaches. D'accord, très intéressant. Est-ce que du coup tu peux nous parler un peu de ce tournoi? Qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qui implique l'organisation d'un tel événement? Bon, en fait, nous en fait ce qu'on cherchait, on cherchait en fait quelque chose qui pourrait rapprocher la communauté locale et aussi les immigrants en fait, surtout dans la région, dans la belle région qu'on a. Donc on s'est dit qu'un tournoi inter-entreprise serait l'idéal. C'est pourquoi on a initié cette rencontre-là en fait de tournoi inter-entreprise qui permet la rencontre bien sûr et l'échange et le partage entre les salariés, les dirigeants d'entreprise. C'est ça l'objectif en fait pour un esprit d'équipe en fait entre les salariés. Donc ce soir, vous l'avez très bien compris, on se retrouve pour la finale du coup de ce tournoi inter-entreprise. Quand est-ce qu'a démarré ce tournoi? Le tournoi a commencé en mi-février.
Donc, l'objectif, c'était de commencer par des phases, en fait, de premier tour. Donc, toutes les entreprises vont se rencontrer entre elles. Donc, après ça, il y a les phases finales, les quarts de finale, demi-finale. Et aujourd'hui, il y a la finale qui s'est déroulée entre Castec et Récupération Fontenelle, qui est un excellent match, vraiment. Et alors, est-ce que tu peux nous dire combien il y a eu de participants à l'origine au début de ce tournoi? Bon, il y en avait en fait 6 entreprises. Donc, chaque entreprise, il y en a 10 joueurs. Donc, ça c'est parti de ces entreprises. Là, on s'est rendu à la finale avec 2 entreprises. Et finalement, Castec a remporté en fait, la finale. Un très beau match, en fait, vraiment un excellent travail aussi. Et je tiens à remercier toute l'équipe de Péricla qui sont dévoués à la réussite en fait, de ce tournoi. Et je tiens à remercier toute l'équipe de Péricla, vraiment sûr. Parfait, merci beaucoup. Encore félicitations aux gagnants. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment on organise un tel événement et quel impact ça a pour toi et pour les sociétés immigrantes et locales également? Bon, en fait, comment on fait pour organiser ça? Ça demande de l'organisation et d'être structuré et s'assurer vraiment, en fait, nous, ce qu'on a fait, on a pris chaque équipe des responsables et des capitaines et on s'est entendu des réunions, vraiment, et qu'on essaye de faciliter la communication quand il y a un match. Donc, la communication se déroule entre chaque entreprise pour qu'il y ait la communication, les bonnes informations. C'est ça que ça s'est déroulé, ce qui fait que le tournoi, ça s'est réussi. Donc, c'est ça. L'autre question, c'est par rapport, en fait, l'impact ça aura. L'impact ça aura, c'est le rapprochement interculturel. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut que les gens se tissent les liens. Et ça, c'est vraiment, on l'a réussi. Que ce soit la communauté locale et les immigrants qui aient ce tissage de liens. Et c'est vraiment, moi, c'est un beau travail. Vraiment. Je tiens à remercier encore de plus et toute l'équipe en fait dessus. Alors merci beaucoup. En tout cas, on peut noter que l'événement a été une réussite. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux entreprises qui aimeraient faire partie de cet événement? Bon, en fait, ce qu'on veut, on veut pérenniser l'événement. Donc l'année prochaine, donc on invite toutes les entreprises qui n'étaient pas présentes en fait de participer prochainement à la prochaine édition. Donc ça nous ferait plaisir vraiment de toutes les entreprises de la région participe à ce tournoi inter-entreprise pour le rapprochement interculturel. C'est ainsi que s'achève ce tournoi inter-entreprise organisé par Péricla. Nous vous le rappelons, ce tournoi avait pour but de lier les communautés immigrantes et locales et les entreprises entre elles, une initiative de M. Mohamed Diouf. Nous vous remercions de nous avoir regardés. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était Gabriel. À bientôt. Alors, c'est tout pour cette édition du Bulletin des régions. On espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à la prochaine.